Si tu connais le principe d'Archimède, tu sais pourquoi ce tronc d'arbre flotte à la surface de l'eau. C'est tout simplement parce que le bois est plus léger que l'eau. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire au juste le bois plus léger que l'eau? Si je considère cette situation-ci, j'ai ici des troncs d'arbres, j'ai ici un seau d'eau, il est clair que ces troncs d'arbres sont plus lourds que l'eau qui est contenue dans ce seau. C'est donc en contradiction avec ce qu'on vient de dire. Et cette contradiction, elle vient bien sûr tout simplement du fait que la masse de bois que j'ai ici est proportionnelle au volume de bois. Je considère ici avec tous ces troncs d'arbres un volume énorme de bois par rapport à ce petit volume d'eau. On voit donc bien que quand on considère le principe d'Archimède, il faut comparer le poids du bois et le poids de l'eau pour un volume donné, pour le même volume de bois et d'eau. C'est donc ce qu'on fait ici. Je compare bien ici un volume d'eau et un volume de bois. Alors je vais considérer ici un petit volume d'eau qui est un cube en fait de 10 cm d'arête. Donc j'ai bien 10 cm ici qui est un décimètre en fait. Et donc voilà, un décimètre fois un décimètre fois un décimètre, c'est tout simplement ce qu'on appelle un décimètre cube. Ceci est un décimètre cube d'eau, ceci est un décimètre cube de bois. Et là, je peux effectivement comparer le bois et l'eau. Et si je prends le poids de l'eau ici, ou la masse d'eau, je vais obtenir 1 kg. Alors que si je prends le poids de bois, j'obtiens 0,45 kg typiquement. Ça dépendra du bois bien sûr. Ceci est un bois de poids moyen, comme le bois de sapin par exemple. Alors voilà, on pourra caractériser en fait maintenant tous les matériaux. Je peux prendre du fer par exemple, et le fer, lui, un décimètre de cube de fer, ça pèse 7,8 kg. Et on comprend maintenant pourquoi il coule. Il est beaucoup plus lourd que l'eau, lui. Et on voit donc en ramenant la masse à un volume donné, on peut effectivement comparer les matériaux de manière cohérente, en particulier en rapport avec le principe d'Archimède que j'évoquais tout à l'heure. Alors pour traduire ça, ce qu'on fait donc en pratique, c'est parler de masse volumique. On va introduire la masse volumique qu'on va noter ici, ρ, c'est la lettre ρ ici, qui est la lettre grecque en fait. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise cette lettre compliquée? Tout simplement parce que c'est une convention. C'est une convention introduite par le Bureau international des poids et mesures, dont on voit ici deux scientifiques qui sont en train de régler un appareillage pour la mesure du temps. C'est une photo ancienne ici. Mais donc voilà, ce sont ces scientifiques qui établissent les conventions pour les différentes grandeurs physiques utilisées donc, dans le monde scientifique. Et ils ont donc introduit cette convention. La masse volumique va s'appeler ρ, la lettre grecque ρ. Comme tu vois, elle se note comme une espèce de lettre P un peu arrondie comme ceci. Voilà, il faudra s'habituer à ça. Et donc, qu'est-ce que la masse volumique? On le voit, c'est tout simplement la masse de substance divisé par le volume de cette substance. Je prends la masse d'eau ici, 1 kg, divisé par 1 décimètre cube, et ce sera la masse volumique donc, de l'eau qu'on obtiendra. Alors, voilà, avec cette manière de faire, on a bien quelque chose, une grandeur, la masse volumique du matériau, qui va bien caractériser le matériau de manière indépendante de son volume. Et c'est bien ça qu'on voulait, en particulier pour le principe d'Archimède. On sait que la masse de bois que j'avais tout à l'heure était proportionnelle au volume de bois, comme je le disais. Tous les troncs d'arbres qu'on avait représentaient un très grand volume. Mais maintenant, si je divise systématiquement la masse par le volume, j'aurai bien une grandeur qui va être indépendante du volume. Pour le voir, encore plus précisément ici, je peux multiplier par le volume à gauche et à droite, c'est-à-dire mettre volume ici dans le membre de gauche ici, et je vois tout simplement que ρ est le coefficient de proportionnalité entre la masse et le volume. J'obtiens tout simplement que la masse, c'est ρ fois le volume. Ceci est important, il faut vraiment voir la masse volumique comme étant le coefficient de proportionnalité qu'il y a entre la masse d'une substance et le volume de cette substance. Et donc voilà, ρ est donc bien le rapport de la masse sur le volume. Alors si je fais le calcul pour l'eau, j'ai déjà fait tout à l'heure, j'ai 1 kg pour 1 décimètre cube, la masse volumique de l'eau, ce sera donc bien 1 kg divisé par 1 décimètre cube, et on voit apparaître ici les unités. Je vois que je peux diviser ça en deux fractions, 1 sur 1, ça va donner 1, et kg sur décimètre cube, ce sera tout simplement la fraction qui va me donner les unités de la masse volumique. Les unités de la masse volumique, c'est bien une unité de masse sur unité de volume, comme ça doit bien être le cas, bien sûr, sur base de la définition de la masse volumique.
Alors voilà, je vais l'écrire comme ceci. Donc 1 kg par décimètre cube, c'est la masse volumique de l'eau. Je peux maintenant la calculer pour le bois. Et je vois que j'ai 0,45 kg divisé par 1 décimètre cube, qui est représenté là. Ça fait 0,45 kg par décimètre cube. Ceci, c'est pour le pain. Pour donner un exemple, j'insiste ici sur le fait que ça va dépendre du type de bois qu'on va avoir, tout comme ceci en fait dépend de l'eau. J'ai oublié de dire ici que ceci n'est valable en fait que pour de l'eau à 4 degrés Celsius, puisqu'on sait que si on chauffe l'eau, il y a une certaine dilatation thermique qui va faire que en réalité on aura un petit peu moins que 1 kg par décimètre cube. Alors pourquoi est-ce qu'on a pile 1 kg ici? C'est précisément la définition du kilo. 1 kg a été défini sur base du décimètre cube. Un décimètre cube a une masse par définition de 1 kg. C'est le genre de choses qui a été établi par le Bureau international des poids et mesures dont je parlais il y a quelques minutes. Voilà, et pour le faire, finalement, on a la réponse ici, ce sera 7,8 kg par décimètre cube, c'est la masse volumique du fer. Et tous les matériaux, comme ça, pourront être caractérisés par leur masse volumique, leur masse rapportés à leur volume, qui permettra en l'occurrence de savoir s'ils flottent ou s'ils coulent. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des différences comme ça? On va un petit peu s'intéresser à ça maintenant. Pourquoi est-ce qu'il y a des différences de masse volumique? Et pour ça, je vais prendre deux exemples. Je vais prendre l'exemple de l'aluminium et du plomb. Alors, 1 décimètre cube d'aluminium, il se fait que ça pèse à peine 2,7 kg, c'est beaucoup moins que le fer. Et le plomb, c'est 11,4 kg pour un petit décimètre cube de plomb. C'est donc beaucoup plus lourd que le fer encore. Alors pourquoi ces différences? On va regarder ce qui se passe. Si je regardais ici l'aluminium avec un microscope, je verrais en fait les atomes. Pour ça il faut plus qu'une loupe, bien sûr. La loupe ici est juste symbolique. En fait, pour voir les atomes, il faudrait un microscope à force atomique au minimum. Voilà, on voit les atomes ici. Je peux faire la même chose avec le plomb et on constate exactement la même chose. On voit en fait les atomes ici. On constate juste que les atomes sont plus gros. Alors, si on regarde ici un atome d'aluminium, qu'est-ce qu'on va voir? On voit une grosse boule qu'on appelle donc le nuage électronique ici. Et ici au centre, il y a une petite tête d'épingle qui est le noyau. Alors je vais l'agrandir, ce noyau. Et ce noyau, il est fait lui-même d'autres boules ici qu'on appelle en fait les nucléons. Et la boule extérieure ici en fait est constituée des électrons, c'est ce qu'on appelle le nuage électronique. Alors il se fait que les électrons sont beaucoup plus légers que les nucléons. La masse des nucléons c'est Mu ici, la masse des électrons c'est Me, et on voit qu'elle est 2000 fois plus légère cette masse. Et donc en réalité la masse de la matière, elle est due essentiellement aux nucléons. Et si je compare l'atome d'aluminium maintenant à l'atome de plomb, je constate que le noyau de l'atome de plomb contient beaucoup plus de nucléons. L'aluminium en contient 27, alors que l'atome de plomb en contient 207. Si je fais le rapport des deux, j'obtiens un rapport de 7,7. Le plomb va donc être 7,7 fois plus lourd que l'aluminium. Mais ça, c'est du point de vue de leurs atomes. Ce n'est pas la même chose du point de vue du matériau. Si je compare ça aux matériaux eux-mêmes, on voit qu'on a un rapport de 11,4 à 2,7, qui est quand même plus petit que le 7,7 qu'on a ici. Si je fais le rapport de 11,4 sur 2,7, j'obtiens 4,2 seulement. C'est tout simplement dû au fait que les atomes de plomb sont plus gros. Ils sont plus gros et donc pour un même volume, ici, pour un volume dans lequel je trouve 18 atomes d'aluminium, je vais trouver dans le même volume seulement 10 atomes de plomb, tout simplement parce que les atomes de plomb sont plus gros. Et donc dans l'empilement des atomes ici, j'en trouverai moins, j'ai donc moins d'atomes, dans un décimètre cube, j'ai moins d'atomes de plomb que d'aluminium. Et donc même s'ils sont beaucoup plus lourds, un facteur 7,7, au total, le plomb n'est pas 7,7 fois plus lourd que l'aluminium, il n'est plus lourd que d'un facteur 4,2. Et ce 4,2, on va le retrouver dans le rapport qu'on a ici entre le nombre d'atomes qu'on a dans un volume donné. On voit qu'ici on en a 10 pour 18 de l'autre côté. On voit donc qu'il y a un facteur 1,8 de différence. Et si je divise 7,7 par ces 1,8, je trouve précisément les 4,2 qu'il y a là. On voit donc que la masse volumique est en fait tout simplement due au nombre de nucléons qu'on va avoir par unité de volume. La masse de chaque atome est donnée par le nombre de nucléons qu'on a. Dans un atome de plomb, ici, j'ai beaucoup de nucléons, j'en ai 207. Dans un atome d'aluminium, je n'en ai que 27.
On a donc bien un rapport de 7,7, mais ce rapport est diminué en termes de masse volumique, tout simplement parce qu'il y a moins d'atomes de plomb dans un décimètre cube qu'il n'y en a du côté de l'aluminium, ici. Donc voilà, et comme ça on peut analyser la masse volumique de tous les matériaux. On peut regarder par exemple l'eau. Si je regarde l'eau au microscope, qu'est-ce que je vois? Je vois plein de molécules qu'on appelle bien sûr les molécules d'eau. Je vais en représenter une ici en grand ici. Alors la molécule d'eau, elle est faite d'un atome d'oxygène, et l'atome d'oxygène ici contient 16 nucléons à peine. C'est encore moins que l'aluminium. Et ici, il y a 2 atomes d'hydrogène, comme l'indique la formule, H2O ici, et les 2 atomes d'hydrogène ne contiennent que un petit nucléon. Ils sont donc extrêmement légers, et pourtant ils prennent une certaine place. Et donc on comprend pourquoi l'eau a une masse volumique relativement faible par rapport à celle de l'aluminium ou à celle du plomb. On a juste 1 kg par décimètre cube. Je rappelle que ce 1-là est vraiment dû à la convention. C'est comme ça qu'on a défini le kilo. Le kilo est la masse d'un décimètre cube d'eau à 4 degrés Celsius. Voilà. Alors ça, on peut le comparer à l'air, par exemple. Regardons ce qu'est la masse volumique de l'air. Alors l'air, il est constitué principalement d'oxygène et d'azote. Alors l'oxygène, ce sont 2 atomes d'oxygène liés entre eux, c'est pourquoi on l'appelle O2 ici. L'azote, ce sont 2 atomes d'azote liés entre eux. On voit qu'ils contiennent 14 nucléons d'un côté, 16 nucléons de l'autre. Ça fait 32 nucléons ici pour la molécule d'oxygène. C'est beaucoup plus que la molécule d'eau. 28 pour la molécule d'azote, donc on s'attend à ce que l'air soit plus lourd. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que l'air est un gaz et que ces molécules, elles sont beaucoup plus rares que dans le cas de l'eau. Dans le cas de l'eau, ici, les molécules d'eau s'attirent l'une l'autre pour former un liquide, comme tu le sais. Ce n'est pas le cas de l'air. L'air n'est pas liquide, c'est un gaz. Les molécules sont beaucoup moins serrées. Et donc, dans un volume d'air, on rencontre très peu de molécules. Même si les molécules d'air sont plus lourdes que les molécules d'eau, on a une masse volumique de l'air qui est beaucoup plus petite. La distance qu'on a entre les molécules ici est beaucoup plus grande que la distance qu'on a entre les molécules d'eau. Et donc, au final, on a une masse volumique pour l'air qui est très faible, qui est à peine de 1,3 g par décimètre cube. 1,3 g par décimètre cube, c'est à peu près donc 1000 fois plus faible que la masse volumique de l'eau. Alors ça, bien sûr, ça va dépendre de la densité des molécules. Si on monte dans l'atmosphère, si par exemple on va au sommet de l'Everest, il y a 3 fois moins d'air, les molécules d'air, d'oxygène et d'azote sont 3 fois plus espacées, sont 3 fois plus rares, et donc la pression diminue, et la masse volumique diminue, et on a à peine un tiers de ce qu'on avait. On avait 1,3 à la pression atmosphérique standard au niveau de la mer, et on est passé de 1,3 à 0,43, c'est à peu près un tiers de la masse volumique qu'on a au niveau de la mer. Voilà. Donc, de nouveau, on voit que la masse volumique va tout simplement dépendre du nombre de nucléons qu'on va trouver dans une unité de volume, une unité que je considère pour le moment comme étant le décimètre cube. Alors, on peut analyser des matériaux plus compliqués, comme le bois, que je considérais au départ. Alors, le bois, il est constitué de molécules de cellulose. Alors la cellulose, c'est cette grande molécule ici, ce sont des grandes chaînes comme ça. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails ici. Je peux juste dire que ce sont des molécules qui sont constituées de carbone, qui sont les atomes représentés en noir ici, d'hydrogène, qui sont les petits atomes dessinés en blanc, et d'oxygène, qui sont les atomes dessinés en rouge. Voilà. Ce qui est important de savoir, c'est que le bois peut avoir des masses volumiques très différentes. Si je prends le liège, par exemple, avec lequel on fait les bouchons de champagne, j'obtiens à peine 0,24 kg par décimètre cube. Par contre, si je considère, ce que j'écris ici, donc si je considère le chêne avec lequel on fait des planchers, j'obtiens 1,2 kg par décimètre cube. On voit que le bois peut même parfois être plus lourd que l'eau. Donc c'est le cas du chêne. Alors bien sûr, ça va dépendre de quel chêne. C'est ce qu'on appelle le cœur du chêne. Certaines zones de l'arbre sont beaucoup plus denses que d'autres, et on obtient effectivement une masse volumique qui est supérieure à celle de l'eau. Ça veut dire qu'une planche de chêne, de cœur de chêne, va couler dans l'eau. Voilà. Alors ces différences-là, c'est tout simplement dû à la manière dont les molécules ici de cellulose s'organisent.
Je peux représenter pour ça, oui c'est ça, je représente pardon, la masse volumique du chêne, donc c'est 1,2 kg par décimètre cube. Comment est-ce qu'on peut avoir de telles différences? C'est ça que j'étais en train de dire. Eh bien, on peut l'expliquer en regardant le bois au microscope. J'ai représenté ici une photo prise au microscope du pin et ici du chêne. C'est le même agrandissement pour les deux, et on voit effectivement que les molécules de cellulose s'organisent très différemment. On voit qu'ici elles s'organisent en fibres, donc en longues fibres, mais qui laissent ici énormément de trous. Toutes les taches noires qui sont ici, en fait, ce sont des trous, des espèces de petits vaisseaux donc, qui laissent passer la sève de l'arbre. Et voilà, on voit finalement que le pin est très poreux. Et ce n'est pas le cas du chêne. À part les gros vaisseaux ici qui laissent passer la sève, on a des fibres qui sont beaucoup plus serrées. Il y a beaucoup moins d'air ici dans le reste de la masse du bois de chêne. Et donc on comprend pourquoi dans un certain volume, on aura plus de nucléons, on aura plus d'atomes, donc plus de nucléons, plus de masse dans un cas que dans l'autre. Ici, on a de l'air, on a du vide, on a beaucoup de vide, beaucoup moins dans le chêne. Alors, on voit ici que, quand on voit ces gros trous ici, on se dit finalement que la masse volumique va dépendre du volume qu'on va considérer. Et si je considère ici un volume qui ne possède pas de trous, je ramène la masse de ce volume à son volume précisément pour calculer la masse volumique, j'aurai un résultat qui sera beaucoup plus grand que si je prends un volume qui contient les trous qui est ici. Ceci montre que la notion de masse volumique est une notion qui est assez délicate à utiliser. On ne peut pas la définir de manière très rigoureuse pour les matériaux qui sont inhomogènes, les matériaux qui sont finalement constitués de différents matériaux. Ici on a le bois, ici on a la fibre de bois, ici on a de l'air. On voit qu'il y a une difficulté. Il faut établir en fait ce qu'on appelle la notion de masse volumique moyenne. Quand on parle de la masse volumique du chêne, que je dis que c'est 1,2 kg par décimètre cube, je considère la masse volumique moyenne. Je viens prendre un grand morceau de chêne, par exemple 1 décimètre cube, je le pèse sur une balance et je fais le rapport de cette masse pesée par le volume d'un décimètre cube pour avoir la masse volumique. Mais il est clair que ce sera bien la masse volumique moyenne. Si je prenais un petit volume microscopique ici, ce volume contiendrait beaucoup d'air et j'obtiendrais une masse volumique beaucoup plus faible. On voit donc que ce n'est pas toujours facile à faire. On peut voir ça à l'échelle macroscopique également. Si je demande de calculer la masse volumique du gruyère, par exemple, je suis devant une difficulté. Est-ce que je considère la masse volumique pour un tout petit volume ici, dans lequel je peux considérer le gruyère comme parfaitement homogène? Il est clair que là, j'aurai une masse volumique qui sera plus grande si je considère ce volume juste à l'endroit où il y a un trou dans lequel il y a beaucoup d'air, bien sûr. La masse volumique ici sera beaucoup plus faible. On voit donc, comme je le disais, qu'il faut être prudent quand on parle de masse volumique. On pourrait parler de la masse volumique du gruyère en moyenne. Si je prends tout le bloc de gruyère, un gros bloc de gruyère, à ce moment-là, il inclura l'air et j'ai une espèce de moyenne entre la masse volumique du fromage et de l'air. Voilà. Alors, tout ça pour dire qu'il faut être prudent, tout comme on ne peut pas d'ailleurs définir la masse volumique d'un objet constitué de différents matériaux. Par exemple, tu pourrais considérer naïvement la masse volumique de l'ordinateur sur lequel tu travailles. Ça n'a évidemment aucun sens, parce qu'on a ici plein de matériaux différents qui ont chacun, je dirais, leur masse volumique, et on ne peut pas définir une masse volumique pour un objet composé, donc aussi complexe qu'un ordinateur. Voilà. Alors, on va terminer maintenant avec la notion d'unité. J'ai établi ici la notion de masse volumique en donnant comme référence toujours le décimètre cube. Je dis que la masse volumique de l'eau, c'est 1 kg par décimètre cube, mais je pourrais très bien considérer un autre volume. L'unité de volume, par exemple, qui serait donnée par un petit cube d'1 centimètre d'arête, c'est-à-dire le centimètre cube. Que vaut la masse ici d'1 centimètre cube? On va un petit peu jouer avec ça, on va faire un changement d'unité. Et pour ça, je vais tout simplement transformer le décimètre cube en centimètre cube. Alors pour ça, je vais faire ce changement d'unité. Alors un décimètre cube, qu'est-ce que c'est? C'est un décimètre multiplié 3 fois par lui-même, forcément. Et on sait qu'un décimètre, c'est 10 cm, donc j'ai bien 10 cm multiplié 3 fois par lui-même. Et là, je vois que j'ai 10 fois 10 fois 10, ça fait bien 1000. 1000 quoi? 1000 cm multiplié 3 fois par lui-même, c'est-à-dire 1000 cm3, comme je le mets là.
Il faut bien avoir conscience de ça. Quand je passe des décimètres cubes au centimètre cube, j'ai bien un facteur 1000 parce que je parle de cube. Ici, ce petit centimètre rentre 10 fois dans la hauteur ici, et j'ai bien 10 fois 10, fois 10 encore pour la largeur. Un volume, c'est bien une largeur fois une profondeur fois une hauteur, pour exprimer donc le volume. Et j'ai donc bien 10 fois 10 fois 10, c'est bien le facteur 1000 que j'obtiens ici. Et voilà, et qu'est-ce que je vois ici? Je vois que j'ai le kilo divisé par 1000. Et le kilo divisé par 1000, c'est tout simplement 1 gramme, bien sûr, comme tu le sais. Et je vois donc que la masse volumique de l'eau, je peux aussi l'exprimer comme étant 1 gramme par centimètre cube. Et j'aurais pu faire autrement, j'aurais pu très bien dire que je m'intéresse ici à la masse volumique exprimée en mètres cubes. Alors pour passer des décimètres cubes au mètre cube, de nouveau j'ai un facteur 10. On sait bien qu'un décimètre va rentrer 10 fois dans un mètre, j'ai donc bien 10 fois 10 fois 10. Et donc si je multiplie le décimètre cube par 1000, je multiplie donc ici par 1000 au-dessus et en dessous pour garder la même valeur, pour garder le signe égal ici. Et j'ai donc bien ici 1 mètre cube, 1000 fois 1 décimètre cube, c'est 1 mètre cube, et 1000 fois 1 kilo, c'est 1 tonne, tout simplement. Et on voit donc que la masse volumique de l'eau, c'est 1 tonne par mètre cube. La tonne ici, c'est écrit avec la lettre petit t, comme le suggère la convention du bureau des poids et mesures. Voilà. Donc voilà, on se retrouve en fait avec 3 expressions de la masse volumique de l'eau. On peut voir que la masse volumique de l'eau, c'est 1 kg par décimètre cube, tout comme c'est 1 gramme par centimètre cube, et c'est 1 tonne par mètre cube. Donc voilà, il faut se familiariser avec ça. Et justement, pour te familiariser avec ça, je vais te proposer ici un petit exercice. Je vais te proposer de considérer la tour Eiffel ici, dont on connaît la masse. La masse de la tour Eiffel, c'est 7300 tonnes d'acier. Et je vais te demander de calculer le volume d'acier contenu dans la tour Eiffel. Alors 7300 tonnes d'acier. Pour en avoir le volume, je dois forcément connaître la masse volumique du fer. Je vais considérer ici la masse volumique du fer comme étant celle de l'acier. Je ne vais pas rentrer dans les détails, bien sûr. Voilà, la masse volumique du fer, c'est 7,8 kg par décimètre cube, on l'a vu tout à l'heure. Je considère que c'est la masse volumique de l'acier, c'est à peu près la même chose. On sait que l'acier, c'est du fer avec un petit peu de carbone. Voilà, et donc pour en avoir le volume, pour avoir le volume correspondant à cette masse, j'utilise tout simplement la définition de la masse volumique. Je sais que la masse volumique, c'est la masse de fer divisé par le volume de fer. Et comme j'ai la masse, je sais que c'est 7300 tonnes que je dois mettre ici, et que j'ai la masse volumique, je sais que je vais pouvoir calculer le volume. Pour ça, il suffit d'envoyer le volume ici à gauche, et je récupère donc tout simplement la masse toute seule ici. Et maintenant, si je divise par la masse volumique du fer, voilà, j'ai ici la masse divisée par la masse volumique du fer, qui va me donner tout simplement le volume que je cherche. Alors ça, je peux le faire. On voit que le volume, ce sera donc 7300 tonnes, divisé par 7,8 kg par décimètre cube. Et on voit maintenant qu'on est confronté ici à une manipulation des unités, et c'est donc ce que je vais faire ici, précisément pour te familiariser ici avec les unités, notamment de la masse volumique. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais déjà écrire ça en 2 fractions séparées, la fraction qui contient les nombres, 7300 divisé par 7,8, et la fraction qui contient les unités, 1 tonne divisé par des kilos, eux-mêmes divisés par des décimètres cubes. Alors, les décimètres cubes, je peux forcément venir les mettre ici, c'est une fraction de fraction ici, donc ça tu connais, voilà, on a les décimètres cubes qui apparaissent au numérateur, et j'ai tonnes sur kilo ici. Alors tonnes sur kilo, c'est pas difficile, 1 tonne c'est 1000 kilos, divisé par kilo, les kilos se simplifient, j'ai donc tout simplement 1000 comme résultat. Ceci, ça vaut 1000, et que ce que je vois donc que j'ai 1000 décimètres cubes. Et 1000 décimètres cubes, on l'a vu tout à l'heure, c'est bien 1 mètre cube. Rappelle-toi, 1 décimètre fois 10 en hauteur, fois 10 en largeur, fois 10 en profondeur, ça fait bien 1000. Voilà. Et je vois donc que ceci, c'est tout simplement 1 mètre cube. J'ai 1000 décimètres cubes, c'est 1 mètre cube. Et je vois donc que le volume de la tour Eiffel, c'est ça, 7300 divisé par 7,8 mètres cubes, c'est-à-dire 936 mètres cubes. Et 936 mètres cubes, c'est pas grand-chose. Si je sais que la tour Eiffel ici fait 125 mètres de large à sa base, ça fait donc une surface de 125 fois 125. Si maintenant je calcule la hauteur d'acier que je dois avoir pour faire 936 mètres cubes
sur cette surface-là, sur 125 x 125, donc tu dois imaginer hein, que, je sais pas, il y a un gros cataclysme qui se produit, la tour Eiffel s'effondre, elle fond, et ça devient une simple dalle d'acier. Pour obtenir 936 mètres cubes, ben, il suffirait d'avoir une dalle de 6 cm de haut. Hein, si un jour la tour Eiffel doit être recyclée, être fondue en une dalle d'acier, de 125 mètres sur 125 mètres, elle aurait à peine 6 cm de haut. Elle va passer de 310 mètres de haut à 6 cm de haut. Hein, ça montre que la tour Eiffel est une construction assez étonnante, qui est en fait extrêmement légère. Elle est faite de petites barres d'acier ici, c'est une espèce de dentelle d'acier en réalité, donc cet acier ramassé sur lui-même aurait à peine 6 cm de haut. Voilà. Alors pour terminer, je vais faire juste une remarque ici, assez générale en fait, qui me permet juste d'attirer ton attention sur la notion de densité. Hein, quelquefois, tu vas entendre parler de densité des matériaux. La densité du bois, par exemple, la densité de l'eau. Voilà. Alors il est important de ne pas confondre densité et masse volumique. Hein, la densité est définie comme étant, par exemple pour le bois, la masse de bois sur la masse d'eau, cette fois-ci. Et on voit donc que la densité est en fait tout simplement le rapport des masses d'un matériau avec un matériau de référence. Hein, je prends la masse de bois ici que je divise par la masse d'eau pour un même volume, bien sûr, toujours. Hein, ceci est important. J'ai bien considéré le même volume de bois et d'eau ici, mais je considère la masse du bois et je la ramène à la masse de l'eau. Ça, c'est ce qu'on va appeler la densité du bois, qu'on va noter, toujours selon le Bureau international des poids et mesures, avec la lettre petit d. La densité du bois, c'est la masse de bois divisée par la masse d'eau pour un même volume, bien sûr. Et donc, ce que je vais obtenir ici, je vais obtenir 0,45 kg. Sur 1 kg, les kilos vont se simplifier et j'obtiendrai 0,45. 0,45 qui est bien sans unité. Je n'ai plus d'unité ici, les kilos ont disparu. Et c'est ça la grande différence avec la masse volumique. La masse volumique, ce sont des kilos par décimètre cube, des grammes par centimètre cube. Hein, ce sont toujours des unités de masse divisées par des unités de volume. Ici, ce n'est plus le cas, il n'y a plus d'unité. Tout simplement parce qu'on a pris un matériau de référence et on a une masse divisée par une masse. Alors, pour bien insister sur le fait qu'ici, je prends la masse de bois et la masse d'eau à volume égal, pour bien insister là-dessus, je vais faire apparaître le volume de manière artificielle. Je vais faire ce qu'on appelle un artifice mathématique. Je vais multiplier au-dessus par le volume et diviser en dessous par le volume. Et je vais regrouper ça sous forme de 2 fractions. Ah, donc la masse de bois divisée par la masse d'eau, je le vois maintenant comme la masse de bois multipliée par le volume unique. Hein, je rappelle bien qu'il s'agit bien des mêmes volumes. Par exemple, tu peux imaginer 1 décimètre cube. Mais ça peut être tout autre volume, bien sûr. Et je divise par le même volume ici. Comme ça, je vois que c'est la masse d'eau multipliée par le même volume toujours. J'ai donc bien le même résultat que là-haut. Hein. Ceci est bien considéré comme le même volume. Hein. Si je multiplie au-dessus et en dessous par le même nombre, j'ai bien la même fraction ici, qui est bien la densité du bois. Et ça, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça me montre que j'ai ici la masse de bois divisée par le volume de bois, qui n'est rien d'autre que la masse volumique de bois. Et je vois ici la masse d'eau divisé, je pourrais très bien mettre le volume ici en fraction de fraction, c'est la masse d'eau divisée par le volume que j'ai ici au dénominateur, c'est-à-dire que j'ai tout simplement la masse volumique de l'eau. Et on voit donc que la densité du bois, mais ce n'est rien d'autre que le rapport de la masse volumique du bois sur la masse volumique de l'eau. Voilà, hein, ceci est important, on a donc bien quelque chose qui est sans dimension de nouveau, j'ai bien la même grandeur ici, qui sera bien des masses par unité de volume, des masses par unité de volume, c'est bien une grandeur donc sans dimension. Voilà. Alors c'est important de voir la densité comme ceci, comme ça on ne doit même plus parler du volume, on ne doit plus prendre la précaution de dire qu'ici on a la masse de bois et la masse d'eau pour le même volume. On ne doit même plus le dire, c'est implicite ici en faisant le rapport des masses volumiques. Voilà, ceci termine cette longue séquence. Merci pour ton attention et à bientôt.